Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'émission Forêt, Développement durable et Environnement. Aujourd'hui, nous recevons le coordonnateur national de la REDD+. Bonjour monsieur le coordonnateur. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous brièvement vous présenter? Oui, je suis Georges Claver Buzanga, coordonnateur national REDD ici en République du Congo. Alors monsieur le coordonnateur, la REDD est une thématique émergente. Pouvons-nous savoir ce que c'est? Oui, c'est vrai, c'est une thématique émergente née du fait des changements climatiques. C'est un consensus international depuis 2008 où la communauté internationale a pensé intégrer les forêts dans la lutte contre le changement climatique. D'où la création du processus REDD+, qui prend en compte la lutte contre la déforestation, contre la dégradation forestière, et qui aussi inclut la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone. Donc voilà ce que signifie REDD+, de façon simple. Alors monsieur Georges Claver Buzanga, vous êtes coordonnateur national de la REDD+ aujourd'hui. Quel a donc été votre parcours? Oui, merci. J'ai une formation d'ingénieur développement rural avec une spécialisation en technique forestière. Et par la suite, j'ai été recruté au ministère en charge des forêts, où j'ai commencé à la direction des études et à la planification, où j'ai fait vraiment un parcours dans la formulation des projets et dans la rédaction d'un certain nombre d'études. Et par la suite, j'ai été nommé directeur départemental, donc l'économie forestière, pour gérer les départements. J'ai géré le département forestier de Brazzaville et celui du Kwilu. Et par la suite, j'ai assumé les fonctions de directeur des forêts. Après les fonctions de directeur des forêts, j'ai été le coordonnateur de la cellule d'aménagement de l'UFA-Lopola, où j'ai rédigé le plan d'aménagement de l'UFA-Lopola. L'UFA-Lopola, pour votre information, c'est une des UFA les mieux structurées en termes de quantité de biomasse forestière. C'est une UFA très bien structurée qui a un plan d'aménagement validé depuis les années 2005. Et c'est par la suite, je suis arrivé au CENIAF en tant qu'assistant directeur du CENIAF et par la suite coordonnateur technique du CENIAF et directeur du CENIAF. Et ce parcours d'aménagiste forestier a fait que le lien avec la REDD+ était tout à fait établi, parce que la REDD+, c'est quoi? C'est la base forestière, c'est la base gestion durable des forêts, la base aménagement des forêts, et c'est ce passage qui a été facilité par ma nomination à la tête de la coordination nationale REDD depuis 2008. Monsieur le coordonnateur, au départ on disait REDD tout court. Aujourd'hui, il y a le plus qui s'y ajoute. Comment le comprendre? Oui, vous savez, le processus REDD a été lent, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions avec la communauté internationale. Au départ, c'était REDD sans le plus, parce que il s'agissait simplement de prendre en compte la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Mais les pays forestiers comme les nôtres se sont fortement ligués avec les pays de l'Amérique latine pour mettre en exergue les fonctions de gestion durable des forêts, de conservation de la biodiversité, d'accroissement des stocks de carbone. Et c'est ça qui a fait le plus. Donc le plus de gestion durable, c'est un peu la reconnaissance des efforts que les pays forestiers comme le Congo avaient commencé à faire dans le cadre de la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité et l'accroissement des stocks de carbone. Donc d'où, depuis 2008, le plus de la REDD a été accepté et on parle depuis 2008 de REDD+. Merci, monsieur le coordinateur. Quelles sont les missions et les objectifs de la REDD? C'est simple, la REDD+ a été créée du fait des changements climatiques. Le climat de la planète change et l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble de la communauté internationale
nous avons convenu que les forêts devraient contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Mais nous avons dit, dans le cadre de la RED, l'objectif c'est l'atténuation, la contribution à la lutte contre les changements climatiques. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter ce moment-là. Nous avons complété au niveau des pays en développement la prise en compte du développement durable dans la RED. Donc la RED a comme objectif de contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais aussi à contribuer au développement durable de manière à donner aux États les moyens de supporter ce processus de lutte contre les changements climatiques, parce qu'il est assez délicat lorsque les moyens financiers n'accompagnent pas la volonté des États à lutter contre les changements climatiques. Et quelles sont les parties prenantes qui collaborent avec votre structure? Bon, au niveau national, nous avons toutes les parties prenantes qui sont regroupées en trois composantes. Il y a la composante secteur public avec l'ensemble des ministères, l'ensemble des entités administratives. Il y a la composante secteur privé avec l'ensemble des acteurs économiques qui ont comme site de production la forêt, qu'ils soient forestiers ou agriculteurs ou miniers. Mais nous avons aussi la société civile et les populations locales autochtones qui composent les parties prenantes nationales. Mais la RED+ étant un consensus international, nous ne pouvons pas travailler en vase clos au niveau national. Nous avons aussi un partenariat étroit avec la communauté internationale, d'où l'ensemble des partenaires techniques et financiers au plan international qui accompagnent les pays en développement dans le cadre du processus RED+. Monsieur le coordinateur, est-ce que la RED+ aurait un lien avec le développement durable? Si oui, lequel? Et quels sont les axes stratégiques de la RED? Oui, la RED+ a un lien avec le développement durable parce que lorsque vous regardez les composantes de la RED+, notamment la lutte contre la déforestation, contre la dégradation forestière illégale, parce que la déforestation et la dégradation forestière vont se poursuivre. Vous voyez la conservation de la biodiversité, vous voyez la gestion durable et l'accroissement des stocks de carbone. Tout ça, c'est des activités qui ont un lien étroit avec le développement durable. Rien qu'à prendre la gestion forestière durable, c'est tout un processus de développement durable, mais dans un secteur particulier qu'est la forêt. Le développement durable aujourd'hui appelle à ce que les économies soient sobres en carbone, et la RED+, qui est un des outils de lutte contre les changements climatiques, développe les initiatives sobres en carbone. Donc il y a un lien étroit entre la RED+ et le développement durable, au point où au niveau du Congo, nous considérons la RED+ comme étant un outil de développement durable et un pilier de l'économie verte. Et qu'en est-il des axes stratégiques de cette plan? Le Congo a validé sa stratégie nationale RED+, et dans le cadre de la stratégie nationale RED+, nous avons 5 options stratégiques qui permettront au Congo, une fois que les moyens financiers sont mobilisés, sont disponibles, de s'attaquer durablement à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi de s'attaquer durablement à la pauvreté et à l'amélioration des techniques qui permettent aux opérateurs économiques forestiers, miniers, agro-industriels d'intervenir dans les zones forestières. Donc nous avons 5 options stratégiques qui vont de la mobilisation des financements durables, en passant par la gestion durable et la valorisation des ressources forestières, jusqu'à le développement d'un secteur minier vert. Donc nous avons 5 axes. Le premier axe, c'est l'axe gouvernance et financement durable, parce que il faut avoir des financements pour mettre en œuvre le processus RED+, mais étant donné que les financements sont souvent des dons, sont souvent des donations de la communauté internationale, cette communauté insiste sur la question de la gouvernance.
Le deuxième axe est lié à la gestion durable des forêts. Et toutes les actions qui se mènent en forêt doivent se faire de façon à respecter l'écosystème forestier. Il n'est pas interdit de travailler en forêt, mais on travaille en forêt après avoir obtenu les accords ou l'autorisation des structures habilitées. Le troisième axe, c'est l'agriculture durable. Aujourd'hui, le Congo est couvert à 70% de forêt. L'agriculture, elle porte essentiellement sur l'itinérance, donc l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc il faut aider les populations qui font cette pratique d'essayer de modifier un peu les pratiques pour aller vers des pratiques de durabilité. Donc c'est dans le cadre de l'axe 3 lié à l'agriculture durable, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées pour créer cette durabilité. Le quatrième axe est lié à l'énergie propre. Donc aujourd'hui nous avons le bois, nous avons le charbon, qui sont des énergies dites renouvelables parce que l'arbre, on le plante, il se renouvelle. Mais nous avons aussi des énergies nouvelles comme le soleil, où nous pouvons avoir les énergies solaires. Le vent au Congo, la vitesse n'est pas très importante pour développer l'énergie éolienne. Donc nous avons dans le cadre de l'axe 4 le développement des énergies propres et la promotion des foyers améliorés parce que aujourd'hui avec un foyer amélioré, le ménage peut faire 50% de ses économies en bois, de ses économies en finance. Et le dernier axe, c'est les mines vertes parce que nous sommes un pays qui a des ressources minières. Les mines doivent intervenir dans le développement du pays. Et dans ce développement, nous encourageons le développement d'un secteur minier, mais vert, donc qui respecte l'environnement. Voilà un peu les 5 axes déclinés de notre stratégie nationale RED+. À vous entendre parler, Monsieur le coordinateur, la RED+ est un outil de développement durable. Quelle peut être la stratégie à mettre en place pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts d'une part et de l'autre, favoriser la gestion durable des forêts? Le Congo, on va dire, c'est le meilleur élève en matière de gestion durable. Vous ne trouverez pas un pays comme le Congo qui gère durablement les forêts tropicales humides. Je suis resté 2 ans à l'Opola pour faire le plan d'aménagement de l'Opola, mais lorsque vous regardez les plans d'aménagement qui ont été élaborés au Congo, c'est des documents de qualité qui reflètent un travail de fond qui a été réalisé sur le terrain par les aménagistes. Et nous avons des plans d'aménagement qui permettent au Congo de travailler de façon polycyclique sur les mêmes concessions pendant 2, 3, 4 cycles de rotation. Et les cycles de rotation sont de l'ordre de 30 ans. Vous voyez que pendant 60, 90 ou plus de 100, 120 ans, l'exploitant forestier peut revenir sur les mêmes concessions avec la chance de retrouver le potentiel ligneux exploitable. Donc cette stratégie, le Congo l'a mis en place depuis les années 70 et là, ça s'est confirmé dans les années 2005 avec les premiers plans d'aménagement. Donc c'est vraiment quelque chose que le Congo peut vendre. Et vous savez qu'en matière d'accroissement de stock de carbone, c'est au Congo que le clonage de l'eucalyptus a été réalisé. Donc, en matière de partage d'expérience, le Congo a des choses à montrer, des choses à démontrer. Et le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a toujours dit que le Congo est un laboratoire d'expérimentation de la gestion forestière durable. Et il a bien raison parce que nous avons beaucoup de choses à montrer aux autres en matière de gestion durable. Parce que pour votre information, la République du Congo est le premier pays francophone raide de la planète à avoir finalisé son niveau de référence des émissions et l'avoir soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et les échanges que nous avons eus avec les experts de la Convention
ont duré une année et le document Congo est officiellement approuvé par les Nations Unies à travers son instrument qui est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est quelque chose qui est encourageant. Et aujourd'hui aussi, dans le cadre de RED, on a beaucoup de choses à démontrer et de manière à mobiliser les financements pour faire en sorte que on passe de la théorie à l'action pour que RED Plus joue véritablement son rôle d'outil de développement durable pour que les populations puissent accepter que RED Plus est un outil de développement durable, donc passer à l'action. L'action, c'est la phase 2 de la RED, qui est une phase d'investissement, et la phase 3, qui est une phase de paiement. Donc, on a des choses à montrer. Le Congo peut continuer à jouer son rôle de leader et à partager sa stratégie en matière de gestion durable de ses ressources forestières. Très bon à savoir que le Congo est leader en matière de RED, mais à l'horizon 2025, la diversification de l'économie congolaise pourrait être effective à travers l'émergence d'une économie verte. Quelle pourrait être la contribution de la RED Plus pour atteindre cet objectif? Ok. Le Congo est leader en matière de gestion durable des forêts. Nous sommes dans le groupe des 5 pays de la planète suffisamment avancé dans le cadre de RED+. Donc on peut aussi dire qu'on est parmi les leaders. Et dans le cadre de la diversification de l'économie, la RED+, c'est une opportunité pour le Congo. Parce que vous savez que dans le cadre de RED+, on parle du carbone forestier. On parle des produits que nous appelons des non-carbone forestiers. Mais si on pense seulement le carbone forestier, le Congo est très riche en carbone forestier. Il n'est pas vendu. Mais aujourd'hui, le marché du carbone se développe à travers la planète. Vous entendez parler des crédits de carbone. Vous savez que la forêt, c'est un puits de carbone. L'arbre, c'est un puits de carbone. La moitié du poids de l'arbre est constitué par le carbone. Donc, le Congo a un potentiel de carbone forestier énorme. De la même manière qu'on vend le bois, de la même manière qu'on vend les produits forestiers non ligneux, de la même manière, le Congo va commencer à vendre le carbone parce que nous sommes en train de développer un vaste programme de réduction des émissions pour la zone pilote Songa-Likwala, où nous allons commencer à vendre le carbone forestier à travers ce que nous appelons des crédits de carbone. Donc la moitié du poids de l'arbre, c'est constitué par le carbone, et ce potentiel-là est important, et le carbone forestier devient un produit de la diversification économique. Vous savez que là, avec la crise économique et financière que nous traversons, la RED Plus est une opportunité parce que nous avons fini la phase de préparation. Nous rentrons dans la phase d'investissement. C'est l'occasion pour le Congo de faire une bataille médiatique, un lobbying international important de manière à mobiliser les financements internationaux pour que nous puissions opérationnaliser la stratégie nationale RED+. Le plan d'investissement est en train d'être finalisé. Le plan d'investissement va permettre de fédérer l'ensemble des bailleurs et donateurs autour de la stratégie nationale RED, et ce sera un outil pour le gouvernement de mobiliser et drainer des financements internationaux pour faire en sorte que les populations puissent comprendre et tirer les avantages du processus RED+, à travers les actions de terrain qui seront à leur faveur. Alors, monsieur le coordonnateur, vous nous avez parlé du carbone forestier. Est-ce qu'à partir de cet arbre, on peut faire une quantification du carbone? Oui, merci. Là, nous avons la possibilité de faire cette démonstration à partir de cet arbre. La quantification du carbone se fait par la prise du diamètre de l'arbre.
Vous savez que les forestiers font ce qu'on appelle les inventaires forestiers. Pour tous les inventaires forestiers, en dehors de l'inventaire forestier national, tous ces inventaires ne prennent pas la hauteur des arbres. Donc, pour faire une bonne quantification du carbone de l'arbre, il faut prendre le diamètre de l'arbre. Donc, à partir d'un instrument de ruban métrique ou autre instrument de mesure, on prend le diamètre de l'arbre ou la circonférence de l'arbre. Et il est aussi nécessaire de prendre la hauteur de l'arbre parce que il y a une formule, c'est les formules que nous utilisons lorsqu'on était à l'école primaire ou au collège, la formule du volume. Cette formule du volume qui permet d'avoir le volume de l'arbre. Et à partir du volume de l'arbre, on a ce qu'on appelle la biomasse aérienne et ensuite la biomasse totale. Donc on prend la circonférence de l'arbre et la hauteur de l'arbre. Mais aucun inventaire en dehors de l'inventaire forestier national, les inventaires d'exploitation, les inventaires d'aménagement ne prennent pas la hauteur de l'arbre. Au point où nous nous retrouvons en difficulté lorsque nous ne prenons que la circonférence de l'arbre. Parce que vous pouvez avoir un arbre ou deux arbres qui ont le même diamètre, mais le fait d'appliquer la formule à partir du diamètre de l'arbre, ces deux arbres qui ont le même diamètre, qui n'ont pas la même hauteur, vont avoir la même quantité de carbone. Alors que vous pouvez avoir un arbre qui a 40 mètres de hauteur et l'autre qui a 20 mètres de hauteur, mais le fait que ces deux arbres ont le même diamètre, étant donné qu'on utilise que l'équation, ce qu'on appelle l'équation une entrée, donc l'entrée diamètre, ces deux arbres vont avoir la même quantité de carbone. Ça, c'est un problème que les pays forestiers en développement sont appelés à résoudre. Parce que qui fait l'inventaire forestier? L'inventaire forestier, pour l'instant, c'est l'exploitant forestier qui le fait. Mais l'exploitant forestier fait l'inventaire forestier pour uniquement retirer sa grume. Aujourd'hui, avec le carbone forestier, il faut introduire dans l'inventaire forestier la prise de la hauteur des arbres pour avoir la bonne quantification du carbone forestier. Et à partir du carbone forestier, on arrive à déterminer les crédits de carbone. Mais je pense qu'on pourra avoir une émission un peu plus technique où, sur la base d'un tableau, on montre aux téléspectateurs comment on arrive à calculer la quantité de carbone d'un arbre, comment on arrive à déterminer le nombre de crédits de carbone. Parce que c'est des langages qui vont être très courants demain. Lorsque nous allons commencer à vendre le carbone, on parle des crédits de carbone, mais il y a des méthodes très simples pour déterminer comment on calcule le nombre de crédits de carbone. Sur le marché du carbone, c'est le crédit de carbone qui est vendu, comme sur le marché du pétrole, c'est le baril. Est-ce que les activités de la RED+ peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté des pays forestiers comme le Congo? Oui, RED+ est une opportunité pour les pays en développement pour lutter contre la pauvreté. Parce qu'il y a des financements internationaux qui sont dédiés au climat. Si vous prenez par exemple le Fonds vert climat, le Fonds vert climat a deux fenêtres. Il y a la fenêtre financement des programmes d'adaptation et fenêtre financement des programmes d'atténuation. Et dans le cas des programmes d'atténuation, dans le cas des programmes d'adaptation, les populations peuvent trouver leur compte pour développer des activités alternatives à la déforestation et à la dégradation. Et ces financements qui vont arriver, qui peuvent aider les populations à sortir de la pauvreté, sont disponibles au niveau des fonds comme le fonds vert climat. Je prends l'exemple du cacao. Aujourd'hui, la RED+ est en train de promouvoir la cacaoculture sous ombrage. La cacaoculture sous ombrage, c'est une activité RED+ pour réduire la déforestation. C'est-à-dire que le planteur de cacaoyer, il va pas se mettre à détruire les arbres, mais il va introduire ces cacaoyers sous les arbres forestiers. Le carbone forestier de ces arbres va être vendu, va être acheté, mais le produit cacao qu'il produira à partir de sa cacaoculture va aussi être vendu. Donc il aura à gagner et
à travers son activité de plantation de cacao culture et aussi à travers la séquestration de carbone générée par les arbres pour lesquels il a évité la déforestation. Donc la REDD+, c'est une opportunité pour réduire les émissions, c'est vrai, mais c'est aussi pour lutter contre la pauvreté, d'où l'insistance à notre niveau pour dire la REDD+, c'est un outil de développement durable. Le développement durable avec ses composantes environnement, économie et sociale, tout ça se règle à travers REDD+, et ses financements. D'où viennent les financements des activités de la REDD? Bon, merci. La REDD+ est née du fait des changements climatiques. Et les pays en développement ont négocié fortement pour dire aujourd'hui la pollution, c'est le fait des pays industrialisés. Et les pays industrialisés ont accepté de mettre la main dans les poches pour constituer un fonds qu'on appelle Fonds vert climat. Ce Fonds vert climat va être alimenté par les pays pollueurs et les pays en développement vont proposer des projets, vont proposer des actions qui vont être financées par le fonds vert climat. Dans le cadre de la phase de préparation, nous, pour le citer que notre pays, nous avons bénéficié des dons de la Banque mondiale à travers le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, mais aussi un don des Nations Unies à travers le programme ONURED des Nations Unies. Ce sont ces financements qui permettent aux organes de gestion de la REDD+, ici au Congo, et comme aussi ailleurs dans d'autres pays REDD de la planète, de préparer les outils pour finaliser le processus de préparation de la REDD+, et ensuite passer à la phase d'investissement. C'est les financements internationaux, mais il est aussi attendu du côté de l'État, des financements, pour appuyer les financements internationaux qui sont mis à disposition. Quels sont donc les projets imminents de la REDD Congo et comment comptez-vous les mettre en œuvre? Bon, là, on va lancer 2 grands programmes, pour ne pas dire 3. Le premier programme, c'est le programme de réduction des émissions Songa-Likwala. Nous avons choisi la zone pilote Songa-Likwala. C'est un très grand programme qui s'affiche au niveau international comme un des modèles dans le cadre de la REDD+ en matière de réduction des émissions. Il y a quelques conditionnalités qui restent à remplir du côté du gouvernement parce que le programme est déjà accepté dans le portefeuille du fonds carbone. Il reste simplement à régler quelques conditions de mise en œuvre. Parmi ces conditions, il y a l'adoption de la loi forestière, l'adoption de la loi agricole, qui sont des conditions majeures pour que le programme puisse démarrer dès 2018. Et le deuxième grand programme, c'est lié au programme d'investissement forestier, où nous avons pour les départements du pôle de Brazzaville et des plateaux, un grand programme d'agroforesterie de bois énergie pour apporter non seulement de bois énergie aux populations de Brazzaville et des 2 départements, mais aussi améliorer la production agricole des départements, plateaux, pôles à travers l'agroforesterie. Il s'agit de faire passer des programmes un peu à l'image de ce que nous avons fait dans le Nord Congo pour le Chahut, le massif du Chahut et aussi pour le massif du Mayombe. À ce moment-là, de la même manière que nous menons un programme Nord Congo Songa-Likwala, qui est un des grands massifs forestiers au Congo, nous allons aussi intégrer les 2 autres massifs, le massif du Chahut et le massif du Mayombe, dans ce financement, mais ça nécessite des négociations pour que les financements soient mobilisés et que ces programmes soient mis en place. Enfin, monsieur le coordonnateur, nous allons lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est dire que nous avons démarré le processus REDD+ depuis 2008. De 2008 à 2017, c'est tout un parcours de combattants. Nous avons fait l'essentiel. Ce qui reste, c'est commencer à récolter.
des négociateurs pour aller toucher les pays donateurs comme la Norvège, comme l'Australie, de manière à drainer des financements pour rendre concret la REDD+. On a trop écrit, on a fait beaucoup d'ateliers, on a eu des discours. Maintenant, il faut passer à l'acte. La communauté internationale autorise le Congo à passer à la phase d'investissement. Nous sommes dans le groupe des 5 pays REDD de la planète à être autorisés à le faire. Il faut déjà, comme on dit, battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, commencer à aller vers ceux qui ont les moyens, commencer à aller vers le fonds vert, drainer suffisamment de moyens pour faire comme le Brésil, pour faire comme l'Indonésie, pour faire comme la Guyane, qui ont mobilisé suffisamment de fonds REDD et qui sont en train de mettre ces fonds à disposition du pays. Nous connaissons une crise économique et financière, mais REDD+ est une opportunité qui est donnée au Congo de parer un peu à cette crise. Et je voudrais inviter l'ensemble des parties prenantes nationales à être solidaires autour de cette initiative, autour de ce processus, pour que nous puissions faire de la REDD un véritable outil de développement durable, faire de la REDD un véritable pilier de l'économie verte. Nous vous remercions, monsieur le coordonnateur, pour toutes ces informations qui ont sûrement édifié le public congolais. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi, chers amis téléspectateurs, pour l'attention soutenue accordée à notre émission. À très bientôt.